Bonjour tout le monde, moi c'est Maël et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Yarn, le package manager. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que je peux vous parler bien de lui? J'ai commencé à travailler sur Yarn il y a environ 2 ans quand j'ai rejoint Facebook. Depuis, j'ai rejoint Datadog en tant que plateforme, front-end plateforme. Et j'ai continué quand même à travailler sur Yarn, notamment parce qu'on bénéficie directement d'améliorations dans ce domaine-là à Datadog. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Tout d'abord, on va parler un petit peu de l'histoire du projet, mais très rapidement. Ensuite, on va parler de ce que la V2 va nous rapporter, et en particulier de quelques plugins, les plugins ou les survaleurs. Et enfin, on va discuter du projet dans un sens un peu plus méta, par exemple sa santé, ou comment contribuer. Tout d'abord, pour bien comprendre ce que c'est Yarn, c'est important de saisir quels sont les axes qu'on a toujours en tête à chaque fois qu'on développe une nouvelle fonctionnalité ou qu'on communique avec notre communauté. Il y en a 3. Le premier, c'est la stabilité. On a envie que quand on utilise Yarn, on ait confiance que ça va marcher. On n'a pas envie d'avoir à se prendre la tête de « oui, mais ça marche chez toi, mais ça ne marche pas chez moi », etc. C'est important pour nous, ça. Le deuxième, c'est la simplicité. On n'a pas envie d'avoir à se prendre la tête pour essayer de comprendre un outil. Et ironiquement, faire un programme qui est simple, c'est assez complexe, puisque non seulement il faut que ce soit facile de rentrer dans le produit, mais en plus, c'est très important que vous puissiez comprendre ce que l'outil vous dit. Donc par exemple, avec Yarn, l'un des problèmes qu'on avait sur la V1, c'est que beaucoup des messages d'erreur sont assez cryptiques, et à moins de creuser dans le code source, vous avez assez peu de chances de savoir exactement pourquoi est-ce qu'il y a telle erreur qui apparaît. Donc dans la V2, on a fourni par exemple une solution à ce genre de problème. Et enfin, le troisième point sur lequel on se focalise, c'est sur l'ouverture. On a envie que Yarn soit vraiment un projet communautaire. Donc par exemple, pour la V2, non seulement on a travaillé sur la V2 dans notre repository en faisant du code source, mais en plus on a travaillé avec énormément de projets de la communauté, par exemple avec Webpack, avec Babel, avec Vue, avec Create, React App, etc. pour se coordonner et vous apporter le meilleur en tentant non seulement d'améliorer Yarn, mais aussi d'améliorer l'écosystème. En termes d'histoire du projet, Yarn a été réalisé pour la première fois en 2016, donc c'était légèrement avant que je rejoigne le projet, et il avait 2 points de vente majeurs. Le premier, c'était les logfiles, qui garantissait que quand vous lancez Yarn install, ça va avoir le même effet que si quelqu'un d'autre lance Yarn install, les mêmes packages vont être installés. Et évidemment, les installations rapides. Alors, pour aller rapidement sur ça, les installations rapides ne sont pas une fonctionnalité de Yarn en soi, c'est juste qu'à l'époque, c'était clairement un argument de vente comparé à ce qui se faisait. Mais en soi, ce n'est pas l'unique argument de vente de Yarn. Ensuite, en 2017, on a fait un gros push pour fixer énormément de bugs et on a fini par sortir la V1. La V1 est venue elle-même avec son lot de nouvelles fonctionnalités. Donc il y a eu les workspaces qui sont devenus un composant critique de Yarn, qui vous permettent grosso modo d'avoir plusieurs projets au sein d'un même repository et que chacun de ces projets puisse se référencer l'un l'autre. C'est vraiment important pour que plusieurs équipes puissent se synchroniser et avancer au sein d'un même workflow. En 2018, on a sorti Plug and Play, qui est une autre fonctionnalité majeure sur laquelle on va lourdement investir dans la V2, qui nous permet de garantir que si jamais un projet marche en développement, il ne va pas subitement échouer en production parce que vos dépendances de développement n'auront pas été installées. Plug and Play est capable de dire que tel package a un comportement qui n'est pas safe. Et ça, c'est très important dans notre projet de stabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, en 2019, on est en train de travailler donc sur Yarn V2. Yarn V2, on ira un peu plus en détail sur les fonctionnalités tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a réécrit Yarn depuis zéro, en prenant en compte tout ce qu'on avait appris dans les dernières années. À chaque fois qu'on a développé une nouvelle fonctionnalité majeure, comme par exemple les workspaces ou plug and play, on l'a développé par-dessus ce qui existait déjà, de façon itérative. Et ça marche très bien. Le problème, c'est que à chaque fois que vous faites ça, vous rajoutez un peu de dette technique. Et la dette technique, ça rend beaucoup plus compliqué à quelqu'un d'autre de rentrer dans le projet. Ce qui va à l'encontre de notre valeur d'ouverture dont je parlais également tout à l'heure.
Donc avec la V2, on s'est posé et on a dit, ok, on reconstruit YARN avec toutes les fonctionnalités qu'il a maintenant. Comment est-ce qu'on architecture ça? Comment est-ce qu'on fait pour que d'ici quelques années, on ne soit pas dans le même état où on ne sait pas comment contribuer à YARN? Donc le résultat, c'est TypeScript pour qu'il y ait une plus grande facilité de jumper dans la codebase. Des paquets modulaires pour que chaque package ait ses propres code owners, etc. En termes de fonctionnalités majeures, tout d'abord, la sortie, c'est le premier truc que auquel vous allez être confronté en utilisant YARN, c'est la sortie de l'écran. On pense qu'une CLI devrait être pratique, ça devrait directement vous mettre en face des erreurs importantes, et en même temps, elle devrait clairement afficher quels sont les composants importants de ces messages d'erreur, de façon à ce qu'on puisse parser la sortie sans avoir presque à y réfléchir. Pour ça, on a retravaillé la sortie de YARN install. Donc là, par exemple, vous pouvez voir plusieurs choses. D'abord, les messages d'erreur sont highlightés. Donc par exemple, les noms des paquets sont en orange, tandis que les versions sont en bleu et les ranges sont en vert. Ça permet déjà d'avoir une idée assez précise de quel message est en train d'afficher quoi. En plus de ça, chaque message d'erreur est lié à un code. Par exemple, vous pouvez voir YN0002. Ces codes sont importants parce que si jamais on va sur la nouvelle documentation de YARN, vous pouvez voir que chacun d'entre eux est documenté avec beaucoup plus de détails que ce que vous pourriez avoir dans une sortie classique. L'idée, c'est que ça vous permet de vous débloquer beaucoup plus facilement sans avoir à attendre qu'on vous aide sur Discord ou sur GitHub. Une autre fonctionnalité qu'on a sortie est Publish Config. Alors en fait, Publish Config est très simple. L'idée, c'est que dans les workspaces, quand vous avez plusieurs projets qui sont liés ensemble, on est dans deux cas de figure. Vous avez souvent des codes sources qui sont transpilés. Par exemple, vous écrivez du code en TypeScript, donc vous avez besoin de transpiler vos sources en JS avant de pouvoir les utiliser d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que c'est assez difficile à faire dans les workspaces tels qu'ils sont conçus actuellement, puisque si jamais, vous, par exemple, dans votre champ bin, vous référencez un fichier TypeScript, une fois que vous le publierez, vos utilisateurs ne pourront pas le lancer, parce qu'ils ne savent pas comment lancer un fichier .ts. Donc vous avez besoin de mettre un fichier .js. Mais si vous faites un fichier .js dans votre champ bin, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez relancer la compilation TypeScript à chaque fois que vous modifiez vos sources, ce qui va à l'encontre du principe même des workspaces. Publish Config, c'est une fonctionnalité très simple qui remplace le champ bin ou le champ main, ça marche aussi, par ce que vous avez configuré dans Publish Config. Donc par exemple ici, mon champ bin principal va setuper TypeScript pour que Node puisse require les fichiers de TypeScript sans problème. Et une fois qu'on fait un publish du package, YARN va automatiquement remplacer notre script qui setup TypeScript par l'entry point qui est prébuildé. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est le shell cross-platform. Une chose qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de nos utilisateurs utilisent Windows. On oublie souvent les personnes qui utilisent Windows, je ne sais pas pour quelle raison, et pourtant ils sont vraiment là. Pour vous donner une idée, la première contribution qu'on a reçue sur la V2 était quelqu'un qui voulait avoir le support Windows et qui a d'ailleurs passé le temps pour l'implémenter. Donc c'est vraiment important pour nous de supporter tous les systèmes d'opération, tous les operating systems. Et le problème, c'est que les auteurs des paquets, quand ils écrivent leur script, utilisent parfois des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Windows, qui utilisent le shell de cmd.exe. Donc par exemple, les redirections, mais aussi les variables d'environnement. Par exemple, vous avez pu utiliser crossand juste pour pouvoir setuper les variables d'environnement. Dans la V2, il y a un chip avec un shell minimal POSIX qui permet de gérer automatiquement toutes ces fonctionnalités. Donc par exemple, on est capable d'utiliser des redirections, quel que soit le système, dans YARN 2. Ce n'est pas un remplacement qui est parfait, c'est vraiment best effort, mais la plupart des fonctionnalités importantes y sont. Et à partir du moment où vous avez besoin d'avoir des fonctionnalités plus complexes, par exemple avec des contrôles comme if ou while, vous pouvez simplement lancer un script JavaScript comme vous aviez l'habitude de le faire et ça marchera tout aussi bien.
Le shell est publié en tant que paquet indépendant, ce qui est simple mais assez significatif dans l'approche qu'on a de Yarn lui-même, du développement de Yarn. Yarn 1, c'était un seul package, ce qui est assez ironique quand on parle de Yarn qui est un package manager. Yarn 2 split son code en plusieurs composants qui sont chacun publiés indépendamment et qui peuvent donc être réutilisés pour d'autres projets. Pas tous évidemment, mais par exemple on a le shell, on a une bibliothèque qui nous permet d'accéder plus facilement au file system, etc. C'est vraiment un changement de paradigme pour nous. Les contraintes sont une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire du linting de paquets de JSON. En gros, le problème, c'est, imaginez, vous avez donc vos workspaces, donc vous avez plusieurs sous-projets au sein d'un même repository. Et chacun de ces sous-projets est indépendant, mais est capable de référencer les autres, et c'est très bien. Le problème, c'est que vous avez par exemple envie d'empêcher tout le monde d'utiliser underscore, parce que vous utilisez déjà Lodash et qu'on ne va pas utiliser deux bibliothèques avec le même intérêt. Ou vous avez envie de vous assurer que tout le monde utilise exactement la même version de TypeScript. Ou vous avez envie de vous assurer que tous les champs private sont set à true pour que personne ne puisse faire de publish malencontreux. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de bons outils pour faire ça. Les contraintes répondent à ça en vous permettant de créer des règles qui vont être type-checkées, grosso modo, par Yarn. Donc par exemple, ici, donc là, je vais rajouter un nouveau paquet à mon projet avec Babel Loader 4.0. Et le problème, c'est que quelque part dans mon projet, j'ai déjà Babel Loader 8.0 qui est utilisé. Donc ça va rentrer en conflit. Et ce qui est intéressant, c'est que si je tape yarn constraints, Yarn va me dire que quelque chose ne va pas. Il va me dire que le builder utilise une version de Babel Loader qui n'est pas en accord avec le monorepo. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Si jamais il n'y avait pas eu d'ambiguïté, là il y a une ambiguïté, vu qu'il ne sait pas s'il devrait utiliser 4.0 ou 8.0. Mais s'il n'y avait pas d'ambiguïté, j'aurais même juste eu à écrire fix pour que Yarn corrige automatiquement le problème. Donc c'est vraiment le setup, le workflow de DSint, mais appliqué au paquet de JSON. Les contraintes sont implémentées en Prolog, donc je passe assez rapidement dessus, mais en gros, pourquoi Prolog, pourquoi un autre langage, pourquoi pas le JavaScript? La raison est que Prolog est particulièrement applicable au process de validation. En gros, vous définissez une erreur selon des paramètres génériques qui est vrai pour des règles toujours avec les mêmes paramètres génériques. Prolog va automatiquement définir pour quelle valeur de ces paramètres génériques la condition est vraie. Ce qui fait que, par exemple, pour le repository de Yarn, l'ensemble de toutes nos règles, et je crois qu'on en a 7 ou 8, font 50 lignes, et qui sont largement documentées. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet vraiment d'écrire quelque chose qui est à la fois expressif, de par la nature de Prolog, et vraiment puissant. Une nouvelle fonctionnalité, c'est le workflow de version. En développant Yarn, une chose qu'on a rapidement trouvée, vu qu'on est passé au workspace nous-mêmes, c'est que faire une release dans un monorepo était vraiment difficile. Il n'y avait pas vraiment d'outils qui permettaient de le faire de façon idiomatique. Alors il y a quelques solutions qui existent, vous avez Semantic Commit ou alors vous avez Lerna qui permettent chacun de répondre partiellement à cette problématique. Le problème c'était qu'on avait l'impression qu'ils avaient chacun des shortcomings. Par exemple, Lerna était assez complexe, ça nécessitait d'utiliser un outil spécialement juste pour ça. Tandis que utiliser Semantic Commits signifiait qu'à chaque fois qu'on fait une modification dans le repo, on doit réaliser tous les packages. On avait envie d'être un petit peu plus granulaire que ça. Donc on a voulu tenter de réfléchir comment est-ce qu'un package manager résoudrait ce problème. La solution à laquelle on a trouvé, c'est une nouvelle commande qui s'appelle Yarn Version Check, qui est faite pour être ajoutée à votre CI. Et quand vous faites tourner Yarn Version Check, Yarn va détecter quels sont les fichiers qui ont changé, va en inférer quels sont les packages qui ont changé, et de là va en déduire quels sont les paquets dans votre monorepo qui dépendent des paquets qui ont changé. Et à partir de toutes ces informations, il va vous dire
tu n'as pas dit si jamais ce paquet-là doit être relisé à nouveau, tenant compte des modifications dans ta branche. Vous pouvez ensuite modifier chacun des projets pour indiquer si vous voulez ou non les reliser à nouveau. Mais pour être honnête, c'est un peu frustrant de devoir le faire dans chacun des projets en question. Pour ça, Yarn a maintenant beaucoup plus de pouvoir en termes de mode interactif. Par exemple, avec Yarn Works Version Check -i, Yarn est capable de vous afficher directement une interface dans laquelle vous pouvez sélectionner pour chaque paquet ce que vous voulez faire. Par exemple, Decline, il ne va pas reliser de nouvelles versions. Ou alors, je sélectionne Pré-release, et du coup, Yarn me dit « Ah, tu veux mettre à jour le shell, mais la CLI et le core dépendent du shell. Est-ce qu'ils doivent aussi être relisés ou pas ?» Donc, il vous guide vraiment pas à pas pour faire les bonnes décisions. Une nouvelle fonctionnalité, et c'est peut-être plus un changement interne, mais c'est toujours important à savoir, concerne Plug and Play et Zip Loading. Plug and Play, je vous en ai parlé, a été sorti en 2018 et vise à se supprimer les non-modules. Ça marchait très bien, et du coup on a décidé d'aller pleine puissance dans pleine vitesse dans cette direction à partir de la V2. Donc la V2 utilise Plug and Play par défaut pour installer les packages, pour installer les projets. En plus de ça, on a également amélioré le système de façon à ce que, au lieu de charger les fichiers depuis le cache décompressé, on charge les fichiers directement depuis les archives zip de chacun des packages que vous utilisez. On a remarqué qu'il n'y avait pas d'impact, il n'y avait pas vraiment d'overhead en exécutant les programmes, et que par contre ça avait énormément de bénéfices, d'avantages, par exemple en termes de stabilité, puisque à chaque fois que vous extrayez des fichiers dans le cache, vous aviez parfois des risques que, mettons, il y ait plusieurs processus qui s'exécutent en même temps sur les mêmes fichiers, etc. Il y avait plus de risques simplement. Donc en ayant un seul fichier par package, on aboutit à un système qui est extrêmement stable et qui a vraiment peu de risques de flancher. Donc par exemple, ici, vous pouvez voir que dans le cache de Yarn, on n'a que des fichiers zip. Et d'ailleurs, si on retourne donc, sur le projet sur lequel on travaillait, et que je fais un git status, vous pouvez voir que j'ai exactement un fichier zip pour chacun des nouveaux paquets dans mon projet. On reviendra rapidement dessus dans un instant. Zero install, c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est fichier zip pour un fichier zip par package, mais poussé au paroxysme. Vous avez peut-être entendu parler de l'offline mirror de Yarn. L'offline mirror vous permet de stocker vos packages sous forme TGZ dans votre repository de façon à ce que vous ne souffriez plus de « Ah, NPM est down, on ne peut plus installer le projet ». Le problème, c'était que Yarn 1 devait quand même extraire les fichiers depuis ses archives pour les mettre dans le cache. Or, vu que le cache de Yarn est maintenant des fichiers zip, il y avait quelque chose à faire là. Pourquoi est-ce qu'on devait les extraire pour ensuite les remettre en fichier zip? Ça n'avait pas de sens. Avec l'offline mirror, ce qui se passe, c'est que l'offline mirror et le cache de Yarn mergent en un seul. Ça signifie que si jamais vous utilisiez le procédé de l'offline mirror de stocker vos fichiers, vos packages dans votre repository, ce que vous pouviez déjà faire avec la V1, à partir de maintenant, dans Yarn, vous n'avez plus besoin de lancer Yarn install du tout. Puisque si jamais vous avez le fichier .plt.js qui est généré lors de l'installation, et si vous avez le cache, qui fait partie donc de votre repository, à chaque fois que vous switchez d'une branche à l'autre, vous avez tous les artefacts que Yarn aurait générés. Si jamais vous faites tourner Yarn install, vous n'aurez aucun changement. C'est complètement optionnel, c'est juste un outil parmi d'autres. Vous pouvez configurer Yarn, comme d'habitude, pour mettre le cache dans un dossier partagé par tous vos projets. C'est juste que vous avez maintenant la possibilité de pouvoir switcher d'une branche de Git à une autre et de ne pas avoir à faire tourner Yarn install parce que tous les packages seront automatiquement consistants avec votre package.json et votre logfile. Donc, par exemple ici, vous pouvez voir que j'ai TypeScript à version 3.5, je vais sur ma branche où je suis en train d'upgrader TypeScript et automatiquement je suis sur 3.6 parce que TypeScript aura été modifié lors du checkout. De la même façon, je retourne sur la branche précédente et je reviens à TypeScript 3.5. Ça donne un workflow qui est vraiment très simplifié parce que du coup,
Vous, par exemple, imaginez avec VS Code, vous avez cette extension GitHub qui vous permet de check out n'importe quel pull request. Avec ça, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de faire tourner yarn install à chaque fois que vous check out une pull request de quelqu'un d'autre, parce que vous serez toujours sur le bon état. Yarn vient aussi avec des plugins. En fait, toutes les fonctionnalités dans Yarn 2 sont implémentées sous la forme de plugins, à part peut-être le core principal, qui est basiquement une bibliothèque utilisée par les plugins. Mais par exemple, Install lui-même est un plugin qui fait appel au core. Les contraintes sont un plugin qui est branché sur la CLI de Yarn. Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on s'est aperçu dans la V1 que toutes les fonctionnalités qu'on créait, elles n'étaient pas forcément utilisées par tout le monde. Mais en même temps, on était quand même obligé de les merger, parce que sinon les personnes qui les avaient faites ne pouvaient pas vraiment les utiliser. Donc avec ce système de plugins, on se donne un peu plus de latitude avant de merger de nouvelles fonctionnalités, de façon à ce qu'on puisse s'assurer qu'elles aient été battle-testées et qu'elles soient réellement utiles pour la majorité. Mais en plus, ça vous donne la possibilité de développer vos propres outils autour de Yarn, qui peuvent être internes aux use cases que vous avez dans vos propres entreprises, sans avoir nécessairement à pusher pour qu'on les intègre dans le cœur de Yarn. Ce qui promeut donc un peu plus d'expérimentation, et donc potentiellement d'améliorer l'outil encore plus, sur le long terme. On a documenté la création de plugins. Toute la documentation a été refaite, réécrite, et beaucoup plus claire maintenant. Donc pour vous donner quelques idées, quelques plugins qu'on a, donc il y a Yarn Workspace for Each, qui permet d'exécuter une commande sur tous vos workspaces, en mode parallèle ou en mode séquentiel, en mode topologique ou pas. On a Yarn Dedupe, qui retire automatiquement tous les packages qui sont dupliqués en upgradant autant que possible votre log file. On a un plugin pour TypeScript qui fait un auto-add de tous les packages add types que vous ajoutez dans votre projet. Et on a plein d'autres changements, bug fix, qui sont détaillés dans notre changelog. Donc par exemple, l'un des changements, l'un des bug fix majeurs qu'on a fait, c'est que les peer dependencies sont correctement gérés si vous utilisez Yarn Link. Alors, c'est quelque chose qui, à partir du moment, jusqu'à ce que vous le rencontriez, ça ne pose pas de problème, mais après, vous voyez que ça. En termes de santé du projet, on a eu plus de nouveaux contributeurs actifs en 2019 qu'en 2018, ce qui est exactement le but qui était recherché lors de la création de Yarn 2, donc ça c'est parfait. On a également eu des contributions qui étaient de beaucoup plus haute qualité que sur la V1, et ça je pense que c'est en grande partie dû à une meilleure connaissance de TypeScript, et au fait que la codebase étant divisée en sections, c'était plus facile pour nos contributeurs de savoir exactement dans quel endroit chercher pour faire une modification, ou savoir à quel endroit une modification affecterait d'autres choses. On a également automatisé la majorité des tâches de maintenance du repository, ce qui fait que c'est beaucoup moins coûteux en termes de temps pour nous de maintenir le projet. Ce qui est intéressant parce que du coup on peut faire plus de choses en termes de code. Les bloqueurs de la release, il y en a encore quelques-uns, avant de pouvoir appeler la V2 stable. D'abord, on est en train d'attendre la compatibilité avec WebStorm. Donc, on a travaillé un peu avec eux et ils ont une pré-version qui est encore en développement. Mais grosso modo, la prochaine version majeure de WebStorm, qui devrait sortir dans les prochaines semaines, mois, aura Plug and Play supporté par défaut. VS Code supporte la V2 déjà. Donc on a travaillé sur ça. On est en train de travailler sur un prototype pour installer tout de même avec un node module. Donc ça c'est vraiment un fallback, puisque les nodes modules sont vraiment largement inférieurs à Plug and Play. Mais vu que certains projets tels que Vue, Storybook, Angular ou React Native ne sont pas encore totalement compatibles, on est en train de réfléchir à faire un processus où vous pouvez migrer partiellement votre repository de façon à rendre la migration plus facile. Et enfin, on est en train de continuer à polir la documentation pour que vous y retrouviez beaucoup plus facilement. Si vous avez envie de contribuer à Yarn, et vous devriez, parce que c'est un projet open source avec beaucoup de visibilité, mais en même temps on travaille vraiment beaucoup pour que ce soit facile à aborder. Donc on est sur le repository Berry, qui est le nom de code de la V2.
On a une nouvelle documentation qui est sur next.yarnpkg.com et qui liste toutes les consignes de contribution. On a 2 tags qui permettent de savoir quels sont les issues que quelqu'un qui n'a jamais vu Yarn serait capable de faire et quels sont les issues qu'on aimerait bien faire mais il faut que quelqu'un nous aide. Et enfin, on est très actif sur Discord. Donc si vous avez une question, jumpez sur Discord et on sera là pour vous aider. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. On va prendre quelques questions. Imaginons aujourd'hui, je suis un petit monorepo avec des Yarn Workspace, un projet web, un projet réactif et des components et des réducteurs. Est-ce que l'Erna est utile ou pas? Je n'arrive pas encore à comprendre la différence exactement de l'Erna par rapport à Yarn Workspace à la. Alors, l'Erna est une surcouche au Workspace. Ils utilisent les Workspace en interne, mais ils fournissent quelques workflows par-dessus. Par exemple, le workflow de release. Personnellement, je n'ai jamais utilisé l'Erna. Je me suis toujours débrouillé avec les Workspace tels qu'ils sont, à mon sens, suffisants pour une utilisation normale. On a quand même quelques manques sur les Workspace. Donc, par exemple, le scénario de release dont je parlais, c'est quelque chose, clairement, c'était important et on n'avait pas de solution à offrir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a corrigé. En soi, je ne suis pas certain que l'Erna soit requis pour tout le monde. C'est vraiment que certains projets spécifiques qui sont censés en avoir besoin. Le reste, Yarn est censé le fournir. Okay. Ça frappe. Merci pour le talk. Moi, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est avec le zip, lorsque je fais un import, le fichier .js, où est-ce que ça existe? Alors en fait, il existe dans l'archive. Ce qui se passe, c'est qu'on a une version de la libzip qui est compilée en WebAssembly. Et quand tu fais un require, on va charger le fichier directement depuis l'archive zip au runtime. Et on va l'exécuter dans notre. Si c'est un fichier CSS. Si c'est un fichier CSS, tu ne vas pas pouvoir le require de base. Mais par contre, tu pourras le faire. Dans la bibliothèque React, il y a un fichier CSS quelque part. Et je vais importer ce fichier CSS, import React / je sais pas, .css. D'accord, mais ça, tu utilises un loader, donc par exemple le CSS loader, et ce loader, il va utiliser readFileSync. readFileSync va être capable d'accéder aux fichiers stockés dans les fichiers zip, donc ça ne pose aucun problème. Ok, encore une petite question. Oui. Il y en a deux. Du coup, avec ces fichiers zip, comment ça fonctionnerait les packages qui ont des binaires dedans? Alors, on est en train de travailler avec Node un petit peu pour justement savoir exactement comment gérer ce type de cas. Actuellement, on a un mécanisme qui s'appelle unplug. Ce mécanisme permet d'extraire un paquet sur le disque comme avant. C'est-à-dire qu'il sera dans son propre dossier et chacun des fichiers sera extrait. Ce processus unplug est fait automatiquement pour tous les packages qui ont des post-install scripts, justement parce qu'ils peuvent devoir se modifier eux-mêmes pour générer les binaires. Donc dans ce cas-là, ça marchera. Après, sur le long terme, ce que je pense qu'il va se passer dans les prochaines années, et c'est un peu sur ça qu'on est en train de fournir les outils pour que ça arrive, c'est que WebAssembly va remplacer les binaires natifs pour toutes les dépendances natives. Actuellement, il manque encore quelques bindings pour pouvoir accéder aussi à tous les syscalls, donc c'est pas encore possible. Mais par exemple, le travail qu'on a fait sur la libzip qui permet de la compiler en WebAssembly et upfront et de publier le résultat, ce qui permet donc d'éviter d'avoir à les compiler sur la machine de chacun des utilisateurs, c'est clairement, je pense, le futur en termes de package natif dans le. Tu avais automatisé la maintenance du projet. Toi, est-ce que tu fais référence?
Pour te donner un ordre d'idée, on a plusieurs workflows avec les GitHub Actions. Donc par exemple, l'une des actions qu'on a, c'est à chaque fois que quelqu'un ouvre une pull request, pas une pull request, une issue sur le repository, on a un bot qui peut faire tourner une reproduction dans l'issue et nous dire si jamais elle est réellement reproduisible ou pas. Ce qui permet donc d'éviter qu'on fasse un trop gros ah oui, mais je ne réussis pas à le reproduire de mon côté, donc qu'est-ce qu'on fait? Ce qui était l'un des gros problèmes sur la V1, parce que quand quelqu'un venait nous voir avec un problème et qu'on ne réussissait pas à le reproduire, on ne savait pas si c'était parce que c'était pas un problème ou ce qu'on avait mal pigé. Et du coup, on était obligé de faire des allers-retours et c'était fatigant. Une dernière question. Petite dernière? Non? Sûr? Bon, on peut poser des questions après. Ouais. Merci.